radio du planning de Saint-Gilles. C'est quoi une fille? Et un garçon aussi? Qu'est-ce que c'est une fille? Qu'est-ce que c'est un garçon? Chapitre 1, le cœur des filles et des garçons. On voudrait vous demander une question toute simple. C'est quoi pour vous un homme et c'est quoi pour vous une femme? Ah, vaste question ça, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Une question à laquelle tente de répondre la laïcité et les animatrices animateurs des centres de planning familial via ce que l'on appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, EVRAS. C'est quoi au juste l'EVRAS? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce 3e podcast, libre et en lutte ensemble. Les femmes, elles ont des cheveux longs, les hommes, ils ont des cheveux courts. Les hommes, ils ont une voilà, et les femmes, ils ont une voilà. Et aussi la voix. La voix, on différencie parce que la voix, enfin, ça dépend. Il n'y a pas de différence, c'est juste le caractère qui change, leur façon de vivre. Sinon, entre les filles et les garçons, il n'y a jamais de différence. C'est toujours pareil. Donc pour toi, une fille et un garçon, c'est pareil? C'est pareil, c'est juste la carrure, leur façon de vivre, leur façon de parler et tout ce qu'ils font, c'est différent à chaque fois. Mais sinon, au fond, c'est un peu pareil. Moi, je dis le sexe féminin et le sexe masculin. Mais pour toi, est-ce que c'est quand même au fond pareil ou c'est totalement différent? Moi, je trouve que c'est complètement différent puisque chez l'homme, il y a 2 couilles et il y a un pénis. Et alors que chez la fille, c'est une grosse boule avec une ligne au milieu. Le coccyx. Ah non, ça, le coccyx, c'est ailleurs. Bon, comme quoi, l'EVRAS, finalement, ça a du bon, non? Vous en pensez quoi, vous? « 400.000 nati nell'ultimo anno in Italia, non è un inverno demografico, signori, è una glaciazione. » Dans le 3e millénaire, vive la République, vive le peuple, vive la France! Beste Vlaamse vrienden, we staan hier vandaag. Ennyi elem velünk egyszerre még sosem volt. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Nous avons démarré ce podcast avec un petit bijou sonore sur la question « C'est quoi un homme, c'est quoi une femme ?» avec les enfants de l'école du Centre d'Uccle. Réalisation, l'équipe du planning familial de Saint-Gilles à Bruxelles. Maintenant, c'est à mon collègue Lionel Rubin, chargé d'études au Centre d'action laïque, de nous redéfinir l'EVRAS. Alors, l'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les enfants entre 5 ans et 18-25 ans. Et donc ce sont des animations qui se déroulent dans les classes et qui apprennent à outiller les jeunes pour qu'eux fassent leur propre choix par rapport à leur vie sexuelle, mais aussi affective et relationnelle. Et donc c'est là où c'est toute la plus-value et l'importance, c'est que ce sont ces 3 facettes qui sont abordées. Donc outre la sexualité, on va aussi aborder d'autres notions comme le consentement, le harcèlement scolaire, toute forme de thématiques qui ont un lien avec le corps et les relations entre les adolescents et les jeunes. Ce n'est pas nouveau. En 68, après la libération sexuelle, apparaît une certaine éducation sexuelle dans les écoles. En cause, l'apparition croissante des grossesses non désirées chez les jeunes filles. Viendra ensuite le sida et avec lui la thématique des IST. Une éducation EVRAS est obligatoire depuis quelques années, mais... Donc c'est l'éducation à la vie sexuelle. Nous on disait ça comme ça. Après c'est devenu éducation à la vie affective et sexuelle, EVAS. Et puis pour les cathos, on dit non, il faut rajouter un R pour relationnel parce qu'il n'y a pas que la sexualité. Donc en fait le mot tabou c'est sexualité, c'est très clair. Donc ça existe en Belgique depuis les années 70. La TV scolaire faisait déjà des animations EVRAS, mais plutôt biologiques, expliquer comment fonctionne la reproduction. Donc évidemment, la différence pour les laïcs, c'est que la sexualité, c'est pas que la reproduction. Ça, c'est les religieux qui disent ça. Nous, on dit la sexualité, c'est d'abord du plaisir et parfois des enfants. Le problème, c'est que même si c'est obligatoire depuis 2012, il y avait des écoles qui jouaient le jeu.
Il y avait des écoles qui ne jouaient pas le jeu malgré elles, qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas le temps, pas l'investissement. Et puis il y avait des écoles en fait qui faisaient exprès de ne pas jouer le jeu. Et donc sont apparues forcément des inégalités sociales de santé entre des élèves qui avaient des informations par rapport à toutes ces thématiques et puis des élèves qui n'avaient pas l'information. Bien. Alors, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme ? C'est une vaste question, c'est celle qui vous anime depuis que vous avez commencé à discuter de ce sujet-là avec Sandrine et Mathieu. C'est une question à laquelle on peut avoir des réponses très diverses. Si on prend un axe biologique, un homme et une femme, vous le savez, ils ne sont pas constitués de la même manière. Et dès qu'on est tout petit, dès qu'on est petit garçon ou petite fille, on sait que les garçons ils ont un zizi, que les filles ils ont une zézette, et qu'après notre corps il se transforme et qu'il y a des différences qui se marquent à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il y a des différences sur le plan de la sensibilité ? Est-ce qu'il y a des différences sur le plan physique, des forces physiques, etc. Sans doute qu'il y a des différences, mais qui sont des différences aussi entre les hommes et entre les femmes aussi, qui font que les individus se distinguent les uns entre les autres, les uns par rapport aux autres. Non mais on voit un truc dans le pantalon qui fait comme ça. Pour les... L'idée, c'est vraiment de leur donner en fait les outils pour que eux puissent faire leur propre choix, en respectant leur corps et leur intégrité et en respectant celle des autres. Donc typiquement, si on prend l'exemple du harcèlement par exemple, c'est sûr que c'est une donne en fait qui est nouvelle, par exemple, par rapport à tout le numérique, donc les GSM. Il y a 20 ans, les élèves n'avaient pas de GSM à l'école, donc il n'y avait pas de cyberharcèlement. Aujourd'hui, ils ont un GSM généralement quand ils arrivent en première secondaire, donc ils sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, donc il faut leur donner ces outils-là, mais c'est aussi grâce à ça qu'ils vont par exemple être en contact avec les premières images pornographiques. À l'époque, il y a 20 ans, c'était cassette VHS, Canal+, c'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, on est sur son GSM et puis on pianote et on arrive à 12 ans à avoir accès à des films pornographiques. Donc tout ça, il faut outiller, il faut pouvoir... Et les maladies sexuellement transmissibles, c'est pareil. Il y en a qui ont plus ou moins disparu ou qui sont intégrés, en tout cas dans la prévention. Il y en a d'autres qui maintenant refont surface, comme le sida par exemple, etc. Donc il faut à chaque fois ajuster. L'idée, c'est vraiment de leur donner les outils et il faut toujours ajuster et être au plus près, puisque ça reste de la santé, quoi. Et en Europe, ces animations Evras sont-elles répandues, acceptées, financées ? Cette éducation sexuelle, au fond, est-elle soutenue ? En fait, il y en a un peu partout en Europe, donc on n'est pas une exception et on n'est pas dans le peloton de tête non plus. Et on n'est pas trop à la traîne non plus. Donc chaque pays développe un peu ça. Maintenant, il y a évidemment des grandes différences entre les thèmes abordés et le fond de l'éducation sexuelle. Donc il y a des pays plus conservateurs qui ne vont forcément pas du tout aborder les questions liées à l'avortement, par exemple. Donc généralement des pays plus traditionnels, religieux, catholiques, etc. Puis d'autres qui seront un peu plus en avance. Mais de manière générale, on s'aperçoit que ce soit sous les directives de l'UNESCO ou de l'Organisation mondiale de la santé, il y a de plus en plus un élan pour faire de l'éducation sexuelle vraiment une politique d'émancipation pour les jeunes. Est-ce qu'il est vrai que les filles grandissent plus vite que les garçons ? Mi-septembre, on s'en souvient, plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont incendiées. Ces attaques anonymes font suite à l'adoption de l'Evras par le Parlement wallon. Tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 6e primaire et 4e secondaire recevront dorénavant une animation relative à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Est-ce que l'Evras fait peur ? Et pourquoi ? De manière générale, depuis 50 ans, à chaque fois qu'on parle d'éducation sexuelle, il y a des résistances parce que la sexualité est un tabou dans notre société et le cocktail explosif, c'est sexualité, école et enfance. Et ça, évidemment, ça crée un cocktail explosif, ça fait peur, c'est tabou et donc il faut déminer ça et il y a toujours eu des résistances. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le côté un peu on s'y attendait. Deuxième élément, il y a les parents qui ont des vraies questions.
parce que ce sont des thématiques avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, et donc ils ont peur, ils nourrissent des craintes. Et ça, effectivement, ce sont aussi des choses, il faut pouvoir leur répondre, c'est le rôle de la société civile, des politiques, de pouvoir répondre, etc., des professionnels, et de leur apporter des justes réponses. Et puis c'est vrai qu'on a eu là, en troisième élément, ces derniers mois, ces dernières semaines, on a eu vraiment des offensives beaucoup plus intégristes, beaucoup plus extrémistes. Ça, par contre, on ne s'y attendait pas, non seulement dans le contenu, ça veut dire la mésinformation, la désinformation, avec des mensonges qui étaient divulgués, communiqués aux parents et qui attisaient une sorte de panique morale, hein. Les fameux « on va apprendre à masturber les élèves ». Et puis d'un autre côté aussi la virulence en termes d'action, donc les incendies, et donc tout ce troisième élément, donc toute cette virulence, ce sont des choses qui sont nouvelles dans les résistances auxquelles on a pu assister il y a quelques semaines, quelques mois. Je dirais qu'il y a deux aspects dans cette, entre guillemets, fronde contre l'éducation sexuelle à l'école. Il y a quelque chose qui est très latent depuis des années. On a mis 50 ans en Belgique pour que les pouvoirs publics puissent se saisir de manière visible et assumée de cette généralisation de l'éducation sexuelle à l'école. 50 ans. Pendant 15 ans, les ministres de l'éducation, donc je dirais depuis 2009, les élections de 2009 jusqu'à maintenant, les ministres de l'éducation n'ont jamais voulu mettre l'EVRAS comme une mission d'enseignement. Il a fallu la pression, justement, du Centre d'action laïque et de ses partenaires de la plateforme pour y arriver en 2012. Et il a encore fallu 10 ans pour que, grâce au fait qu'on avait une ministre qui n'était plus catholique à la tête de l'enseignement, il y ait finalement cette généralisation de l'EVRAS. Donc il y a ce substrat, je dirais, très rétif, plutôt lié au pilier chrétien, et avec cette logique de... c'est la famille qui est le lieu de l'éducation des enfants, et c'est la grande bataille de la laïcité. Je veux dire que la liberté d'enseignement, ça se confrontait à la liberté du père de famille au début. Donc on est vraiment là-dedans. Donc c'est une question qui est à la fois, je dirais, un peu la pointe d'un iceberg, mais qui est très très révélateur de ce climat en Belgique. À quoi s'adjoignent de nouveaux mouvements, surtout venus de France, donc c'est démocratie participative, en fait des extrêmes droites non participatifs, mais bon, on voit bien aussi toute le renversement sémantique qui est à l'œuvre. Et puis vous avez la communauté musulmane, en tout cas une partie, donc les Turcs, les Albanais, qui font un recours en disant « nous on n'en veut pas de cette éducation sexuelle à l'école ». Je ne pense pas qu'ils vont gagner ce recours, parce que l'éducation sexuelle à l'école, c'est un élément d'égalité. Mais de nouveau, on voit qu'ils sont prêts à judiciariser un dossier comme celui-là, où finalement, il n'y a pas grand-chose qui change pour la majorité des élèves, sauf que tout le monde aura 2 fois 2 heures sur 12 ans de scolarité. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un différentiel entre la charge violente contre les élus, de nouveau avec ce prosélytisme en disant aux élus d'origine musulmane « on ne votera pas pour vous, vous êtes des traîtres, on va vous dénoncer ». Donc c'est une violence. La ministre a dû être escortée pour aller voter au Parlement. Enfin, je veux dire, pour se rendre au Parlement. Où est-ce qu'on est ? Et en même temps, ces incendies d'école qui, pour moi, à mon avis, ne sont pas vraiment liés à l'EVRAS, c'est plutôt, pour moi, des volontés de déstabiliser le système démocratique pour que cette pression des anti-choix et des religieux finalement, ait des effets, fasse reculer les lignes. Donc ils ne vont pas gagner la bataille sur l'EVRAS, mais ils vont intimider les élus. Ils vont empêcher de remettre un dossier comme celui-là sur la table après. Voilà, moi je lis ça plutôt comme ça. Pour Lionel et Sylvie, tout cela dépasse le pur cadre des formations EVRAS. Parmi les mécontents, dans les manifs notamment, des parents bien sûr, des parents en questionnement et mal informés. Mais pas que. C'est ce que nous explique Olivier Klein. Il enseigne la psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles, où il dirige le centre de psychologie sociale et interculturelle. Il y a beaucoup de parents qui sans doute n'ont pas été consulter les sources originales sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je dois avouer qu'il faut parfois un peu de courage pour vraiment trouver les bonnes informations. Et, alors que là, ça vous est donné tout cuit sur Facebook. Et ces informations, il y a quand même une grande partie qui sont en fait des véritables extraits du guide. Et c'est vrai que si vous les regardez de façon décontextualisée, je ne sais pas moi, l'histoire sur le sexting qui n'est pas... Il y a une phrase, par exemple, où on explique qu'on ne veut pas décourager le sexting. En fait, c'est un problème
presque de syntaxe et d'interprétation, mais qui pourrait être interprété comme on veut encourager le sexting. Hein. Donc si on lit le truc, et donc évidemment, ça va créer une forme ça va résonner évidemment avec des angoisses qu'on peut avoir par rapport à ces enfants. Et donc ça suscite une mobilisation qui peut, sur base de ces extraits, en fait, être tout à fait compréhensible. Hein. Il y a eu cette campagne de désinformation. Là, on est plus ou moins au clair. Donc, on a quelques groupuscules belges, extrémistes, de droite radicale, très conservateurs, souvent liés à la complosphère et qui émanent des mouvements anti-vax. Donc ça, c'était en Belgique. C'est eux qui ont organisé cette désinformation avec des sites internet et qui ont pullulé et émergé un petit peu partout. Mais le mouvement de fond, on a pu déceler quand même qui vient globalement de France. Du milieu identitaire français, de la Manif pour tous, donc qui remonte quand même il y a 10 ans, et puis tout un mouvement lié, si vous voulez, à la complosphère, avec la crainte d'une sorte de réseau pédocriminel de col blanc. Donc voilà, là on est vraiment dans la complosphère, avec beaucoup de liens avec la fachosphère. Évidemment, tout ce petit monde est un petit peu en lien, ça a été clairement établi, en tout cas en Belgique, ce sont toutes des personnes qui se connaissent, ça c'est une première chose. Et puis évidemment, tout ce fond très conservateur, complosphère, etc., si vous voulez, à rameuter tous les fonds intégristes et religieux, que ce soit catholiques ou musulmans. Ça veut dire que on a des mouvements religieux qui ont pour le coup, qui se sont associés, alors bizarrement, des mouvements musulmans qui se sont associés à l'extrême droite, par exemple, donc quelque chose de complètement antinomique à la base. En fait, ils se sont associés en se retrouvant dans ce fond de valeurs très conservatrices et cette résistance, évidemment, à faire lever le tabou de la sexualité, quoi. Dépasser l'Evras pour se demander si finalement on n'est pas dans une question strictement démocratique. Sa pénodémocratie est sans doute la clé des enjeux futurs pour certaines formations politiques. Donc on l'a vu dans la dernière manifestation, on n'était pas face à des personnes qui étaient anti-Evras, on était face à des personnes qui étaient anti-IVG, anti-LGBTQIA+. Et donc en fait c'était vraiment des mouvements conservateurs qui, si vous voulez, ça dépasse la question de l'Evras et je pense qu'on est dans une question de démocratie. Ça veut dire... comment est-ce que des mouvements, des groupuscules radicaux, d'extrême droite, intégristes, religieux, ont pu saper et déstabiliser un processus démocratique au moyen de la désinformation. Et en fait, je crois que la clé du débat à long terme et la clé de l'enjeu, pour lire l'enjeu futur, il est là. C'est comment est-ce que ces groupuscules ont pu mettre à mal 40 ans de processus démocratique, puisque le premier décret Evras, c'est 84. Donc ça fait depuis 40 ans que dans les parlements, les politiques sont unanimes sur la nécessité de l'éducation sexuelle. Ce qui a été voté dans les 3 parlements ces dernières semaines, ça a été voté à l'unanimité, à quelques exceptions près, au niveau de l'abstention. Il n'y a eu aucun vote contre. Mais donc, on a d'un côté un processus politique qui est unanime en faveur de l'Evras, un processus démocratique vieux de 40 ans, et puis de l'autre côté, des groupuscules extrémistes qui vont venir déstabiliser un processus démocratique. Et comment mieux déstabiliser un processus démocratique qu'en manipulant ? Cette volonté de manipulation, on la retrouve souvent dans les fake news. Pour François Debras, docteur en sciences politiques et sociales, professeur associé à l'Université de Liège et maître assistant à la Haute École Libre Mozanne, l'Evras ne semble pas avoir été épargné par le phénomène. Alors, il y a 3 types de personnes qui gravitent autour de cette lutte contre l'Evras. On a tout d'abord des parents inquiets de la situation, qui aimeraient bien avoir des réponses à leurs questions et qui peut-être ne partagent pas cette façon d'éduquer la sexualité qui doit être plutôt réservée à la sphère privée et non pas à l'école. Là, on est plutôt dans un premier groupe d'individus. À côté de cela, on a aussi des personnes qui véhiculent des false news, c'est-à-dire qu'elles se sont mal informées ou elles ont mal compris une information, soit elles ne l'ont pas bien entendue, soit elles ne l'ont pas bien lue, soit elles l'ont mal comprise. Là, on est dans la false news et on va véhiculer comme ça une information qui est fausse et qui peut être après corrigée ou non. Alors, il y a aussi des acteurs qui vont véhiculer des fake news. Il y a différents
raisons qui peuvent pousser certaines personnes à véhiculer des fake news, mais dans le cas de la lutte contre les VRAS, effectivement, il y a tout un tas d'individus et de corps et de groupes qui vont donc véhiculer des fake news dont l'objectif est donc de manipuler, d'instrumentaliser l'opinion publique. Mais diantre, pourquoi manipuler et s'élever contre les VRAS ? Alors on a différentes logiques qui peuvent émerger derrière, on a des groupes religieux, on a des groupes politiques, on a également des groupes beaucoup plus idéologiques ou des médias alternatifs qui vont émerger. Les objectifs, ils peuvent être, on va dire, de 3 ordres. On a un premier ordre qui peut être simplement économique. L'ordre économique, c'est énormément de revues alternatives ont fait des levées de fonds pour lutter contre les VRAS et certaines, j'ai encore vérifié il y a quelques jours, font des levées de fonds jusqu'à 40 000 € pour récolter des subsides et pour appliquer, créer un journal alternatif, inviter des personnes, des experts et se rémunérer bien sûr via ce procédé. Il y a aussi des retours politiques. Certaines personnes vont se présenter aux élections, certaines personnes sont liées au monde politique, certaines personnes ont eu des charges politiques par le passé et donc c'est une façon de se faire connaître et de faire véhiculer son image dans tout un tas de réseaux. Après, il y a des visions plutôt idéologiques et des visions identitaires, je dirais. L'objectif, qu'est-ce que c'est que cette fonction identitaire ? C'est à travers les fake news, à travers cette lutte contre les VRAS, on a un sentiment de corps qui se fait. On vit dans un monde de plus en plus compliqué, on vit dans un monde de plus en plus difficile à appréhender, un monde qui peut faire peur à certains égards. Et donc, à travers cette lutte, on retrouve un sentiment d'utilité, de compréhension, d'appréhension de prise sur le réel, et donc on fait communauté avec des gens qui pensent comme nous, avec des gens qui agissent selon les mêmes valeurs que nous, et donc on a l'impression de se retrouver dans un groupe et d'avoir un objectif commun. Je crois que l'opposition à l'EVRAS... Caroline Sagesser, docteur en histoire, chargée de recherche au sein du secteur socio-politique du CRISP. Elle résulte de la conjonction de différents facteurs. On l'a dit, il y a eu beaucoup de désinformation, de fake news autour de cette question. Alors, il y a une frange d'extrémisme catholique conservatrice qui s'est opposée à l'EVRAS. Il y a une part beaucoup plus importante de la communauté musulmane qui s'est également opposée à cette idée d'une éducation sexuelle à l'école. Et puis, globalement, je me demande si on n'assiste pas aujourd'hui dans notre société au retour d'une certaine forme de pudeur, voire de pudimonderie, je dirais tout milieu croisé. Donc je crois que l'opposition à l'EVRAS, elle ne peut pas s'analyser uniquement sur le plan d'un clivage entre croyants et non-croyants, ou entre religieux et laïcs. Je crois que c'est plus complexe que cela et que ça va encore demander une analyse beaucoup plus fine dans les mois qui viennent. Quand est-ce qu'une fake news peut être la plus porteuse ? Rien n'est fait au hasard. Il y a toujours un moment pour cristalliser une attaque contre nos démocraties ou les VRAS dans le cas qui nous occupe. Alors il y a différents ingrédients pour faire entre guillemets une bonne fake news. Il y en a 3, donc il faut une évocation, une crédulité et une mémorisation. Une évocation, c'est-à-dire qu'une fake news n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle a une histoire et elle s'inscrit dans un contexte spécifique. Pratiquement, on pourrait dire qu'en période de questionnement ou d'instabilité économique, on va plutôt être concentré sur le prix de l'énergie, le prix de l'essence, et donc tout un tas d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dans les médias, vont être plus vite captées par le consommateur quand elles touchent à ces thématiques d'actualité. Dans le cas de l'EVRAS, on se retrouve dans une situation particulière au moment du vote du décret, et également dans une situation post-Covid, où on a toute une critique de l'OMS qui va être récupérée dans la critique de l'EVRAS. Ça, c'est plutôt le premier point qui est l'évocation, c'est-à-dire à quel moment et pourquoi ce moment cristallise certaines tensions. La crédulité, en fait, on se rend compte que parmi les personnes qui propagent des fake news ou qui s'inscrivent dans cette lutte contre l'EVRAS, on a à un moment un sentiment de crédulité, c'est-à-dire qu'il faut que l'on pense que cette news, cette fake news est crédible, qu'elle est effective, qu'elle nous parle, et donc on va avoir tout un tas de réseaux sociaux, de personnes sur les réseaux sociaux qui vont jouer sur des sentiments de proximité. Regardez, moi j'ai des enfants, je suis inquiet, ne pensez pas aux psychiatres, aux politiques qui sont lointains, etc. Moi je parle comme vous, j'ai des enfants du même âge que vous, etc. Et donc on voit ces réseaux sociaux mettent en scène un quotidien de certaines personnes et on peut se retrouver dans ce quotidien. On peut avoir l'impression de partager la vie, de partager les inquiétudes, et donc la fake news va être d'autant plus facilement véhiculable dans ces groupes qu'on a l'impression qu'on partage un peu tous les mêmes infos, les mêmes inquiétudes, et donc on véhicule ces mêmes peurs d'une autre personne. Le dernier point, la mémorisation émotionnelle qu'évoque François Debras, touche d'autant plus chez nous en Belgique lorsque l'on évoque nos enfants. Et oui, le souvenir de Julie et Mélissa est encore bien présent. Évoquer la sexualité enfantine, c'est toucher un point très sensible. Pour autant, il faut aussi se questionner sur le rôle assigné au corps dans nos sociétés.
Cela nous amène à croiser un nouveau concept et peut-être à s'y attarder afin d'apporter un nouvel éclairage sur la question de nos corps, récupérés par le politique, les extrémismes et de leur envie de les contrôler, la biopolitique. Sa définition nous est donnée par Nicolas Lebourg, historien français, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine à l'Université de Montpellier. Alors, la biopolitique, c'est un concept qui a été inventé par Michel Foucault, un philosophe français. Il disait qu'en fait, l'État se construit par le contrôle des corps. Que la question centrale de l'État au XXe siècle, une des questions centrales de l'État au XXe siècle, c'est de prendre le contrôle des corps. Alors, à partir de là, c'est un concept qui peut servir à comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les offres et les demandes politiques. On voit qu'il y a effectivement toute une série de problématiques sur les polémiques sur les droits des LGBT, parfois transformés en complot pour promouvoir l'homosexualité. Ça serait Soros qui serait derrière, et le but du jeu ce serait de détruire l'homme blanc, sa virilité, sa masculinité, etc. C'est tout ce qui va être la question des droits des femmes, le droit à l'avortement qui a profondément régressé aux États-Unis. C'est la question de l'usage de la femme comme instrument d'haltérophobie, d'islamophobie, de dénonciation des arabo-musulmans. Les identitaires en France étaient lancés avec un slogan simple, c'était ni violer ni voiler. Sous-entendu, c'est les Arabes qui violent ou qui voilent les femmes blanches. Donc toute une série de questions. On voit bien que la question du contrôle du corps est devenue absolument centrale. Et le plus évident, c'est évidemment la question de l'immigration. La volonté, effectivement, de contrôler tout le mouvement de ces corps-là, c'est vraiment devenu le point de rencontre d'offres et de demandes politiques sur l'Europe et bien au-delà. Ailleurs en Europe, l'usage du corps des femmes est instrumentalisé depuis longtemps à des fins de réduction des libertés. Et pourtant, les votes pour ces partis extrémistes sont de plus en plus féminins. Alors dans les États illibéraux, comme l'était la Pologne avant les dernières élections, et comme l'est encore la Hongrie, mais il y a des offres illibérales qui existent partout, très clairement. En France, c'est par exemple le cas de M. Éric Zemmour, qui est également extrêmement masculiniste. Il y a toujours cette problématique, effectivement, des droits des femmes. Alors en même temps, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit évoluer le vote des femmes. Et on voit que les votes des femmes sont par exemple plus aujourd'hui prononcés pour ces partis extrémistes. C'est un cas qui est intéressant. Vous prenez la France. Les femmes, c'était la portion congrue pour Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, les femmes votent plus que les hommes pour Marine Le Pen. Bien au contraire, c'est d'autant plus important que les femmes votent plus que les hommes tout court. Donc si vous avez plus de votes féminins, vous avez plus de votes tout court. Donc on a un phénomène d'effet de ciseau qui est assez intéressant à observer, avec un usage du corps des femmes comme argument contre les arabo-musulmans pour un État moins libéral, pour faire réduire l'État de droit contre l'immigration, et en même temps une pulsion qui est quand même souvent une pulsion assez masculiniste, qui cherche au contraire à ramener ces femmes à ce qui serait une position censément plus traditionnelle. Le cœur idéologique du populisme de droite ou de l'extrême droite, c'est tout de même l'idée qu'il faut régénérer une société qui est décadente sous une forme organiciste, sous des corps. Vous devez participer à des corps, la famille, la région, la nation, etc., d'une manière extrêmement stricte, qui fait qu'il y a une vraie panique morale sur l'évolution du rôle et de la place de la femme, qui nourrit, et ça se voit en particulier chez les jeunes hommes. Il y a beaucoup de jeunes hommes, même le phénomène qu'on appelle les incels, les célibataires involontaires. Le Canada était le premier à classer une action comme terroriste il y a quelques années, mais il y a eu 2 attaques qui ont été déjouées en France d'incels qui voulaient faire des massacres, avec un discours d'un machisme et d'une misogynie absolument extrême et effroyable. Et les incels, on pourrait se dire, c'est des vieux hommes de 50 ans fâchés contre les femmes pour tout ça. Non, c'est des gamins, c'est des ados souvent, c'est des gens qui ont 17, 18 ans et qui sont nourris d'un ressentiment envers la femme absolument étonnant de prime abord. Pour beaucoup, le seul vrai remède, c'est la vigilance et l'éducation. Mon collègue Lionel Rubin ne cesse de le répéter. Si on outille les jeunes dès le départ, notamment en termes de citoyenneté, et le pont est facile à faire avec le cours de philosophie et citoyenneté, mais si on les outille au niveau de la citoyenneté, du respect des valeurs démocratiques, des avantages de vivre en démocratie, de vivre ensemble, de s'outiller au niveau de leur vie, de leur... Tout ça, évidemment, dans une petite génération, ça peut déjà faire beaucoup de bienfaits. Et puis, à très court terme, il va falloir que la société civile informe. Je pense que le dialogue et l'information va être quelque chose de capital pour les prochains mois. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir justement informer les personnes, dialoguer avec elles, ne pas mettre leur avis, quel qu'il soit, de côté, ne pas les dénigrer parce que
qu'ils ont des avis peut-être qui sont liés au complotisme, etc. Je pense qu'il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir dialoguer, renouer, etc. et les prendre en considération. Et je crois que là, il y a quelque chose à faire. Et donc c'est toute cette éducation finalement à la vie du bonheur. C'est quoi le plaisir? C'est pas un tabou pour les laïcs, la sexualité, contrairement aux religions. Donc c'est pour ça que les pouvoirs publics doivent se saisir de ça. Et ça rejoint sortir des assignations, sortir des visions limitées et intégristes et permettre à tous les enfants de s'émanciper et éventuellement de s'autodéterminer. Donc ça ne touche pas qu'à la sexualité, c'est évidemment comment le sujet peut être un sujet qui s'érige et qui se projette dans le monde en tant que personne et pas en tant qu'un maillon d'une communauté dont il est à la fois redevable, coupable, etc. Donc c'est vraiment des projets très différents. Mais la question de l'Evras, je le répète, nous montre à quel point le projet d'une société égalitaire et qui garantit la liberté de choix est en danger. Petit espoir donc, c'est avec l'éducation et donc l'Evras que nous ferons reculer un vote extrême droite, en échangeant, en débattant avec ceux qui hésiteraient. Quand on analyse un petit peu l'extrême droite, les personnes qui votent extrême droite, il y a quand même une grande partie avec lesquelles on peut en tout cas dialoguer, même si on n'est pas d'accord après, on peut essayer de semer une petite graine dans leur esprit pour leur dire « faites attention ». Et puis alors après, il y a le sentiment de l'isoloir qui joue. Cette personne, grâce à cette petite graine, va peut-être se dire « bon allez, cette fois-ci, je vais encore laisser la chance à la démocratie et je ne vais pas voter extrême droite ». Éduquer, informer pour ne pas voter pour l'extrême droite, mais aussi dénoncer les fake news, dégonfler les informations alarmistes et aider ceux qui redoutent d'affronter ces questions de sexualité qui sont toujours, comme le dit Sylvie Losberg, liées au fantasme. Quand on parle de sexualité à l'école, qu'est-ce qu'on entend en fait chez ceux qui manifestent et qui disent on ne veut pas... On entend des fantasmes, leurs propres fantasmes. C'est-à-dire que ou les fantasmes qui leur ont été transmis par ces groupuscules intégristes et extrémistes, qu'on va apprendre à masturber les enfants, Et en fait, le fantasme, c'est quoi? Mon enfant, il va pas se masturber. Ben, en fait, si. Voilà, tu vas pas le savoir, mais il va le faire. Donc, c'est comment, finalement, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la sexualité veulent préserver quelque chose pour leurs enfants, alors qu'en réalité, ils les mettent en danger, parce que c'est l'information qui permet aux enfants de se protéger des prédateurs. Et on sait que les prédateurs, les pédocriminels, sont d'abord dans l'entourage familial, social, voisinage, et pas au coin d'une rue, voilà. Et donc, cette question de la sexualité et du fantasme doit être retravaillée par rapport à ça. Et c'est pour ça que les fake news fonctionnent si bien dans ce dossier, parce que ça vient toucher là où les personnes sont fragiles en réalité. Oui, et c'est ce qu'on a vu et globalement ce qu'on voit souvent, c'est le principe de la majorité silencieuse, c'est que souvent pour l'instant, et les réseaux sociaux donnent une chambre de résonance énorme à tout ça, mais bon, il faut aussi se dire que les 2 manifs qu'il y a eu contre l'Evras, c'est 1500 personnes, à l'échelle de 900 000 élèves, c'est absolument rien du tout, c'est vraiment rikiki. Donc il faut aussi, et depuis la fin de ces manifestations, on a justement eu beaucoup de messages de soutien de professeurs, du corps enseignant, de parents et même aussi d'élèves. Et donc il faut effectivement tabler sur ça, il faut foncièrement être positif et voilà, haut les cœurs. Haut les cœurs et oui Lionel, et je vous propose une immersion au cœur de notre propos sur le terrain avec du concret. On va pousser la porte d'un planning familial de Liège, en Outremeuse, où nous attendent Louisa, Virginie, Céliane et Clémence. Mais pour les découvrir, faire leur rencontre, il va falloir écouter notre podcast suivant, Libre et en lutte ensemble, numéro 4. À tout de suite. Vous allez maintenant écouter une chanson chantée par les primaires Études différents. Elle est composée par ma mémo, Julie Chemin direction vocale et Gilles Masson à la guitare.